Bonjour à tous, on se retrouve pour la dernière vidéo de cette série sur l'introduction à la programmation fonctionnelle et on va essayer en 10 minutes, je dis bien essayer, de passer en revue les deux vidéos qui parcouraient le livre Grokking Simplicity de Eric Norman. Donc c'est parti. Donc l'agenda, ça va reprendre en fait de manière très synthétique le contenu des deux grosses vidéos précédentes. Donc une introduction, une première partie sur trois concepts fondamentaux, les actions, les calculs et les données, et une deuxième partie sur les abstractions de première classe. Donc ce livre-là, pourquoi il est différent des autres livres de programmation fonctionnelle, c'est qu'il est extrêmement pratique pour des développeurs, hein. Donc si vous avez 1 ou 2 ans d'expérience, je ne peux que vous recommander, ça va vous ouvrir les chakras du monde du développement. Il y a des exemples basés sur des faits réels, entre guillemets, donc, qui vous accompagnent et qui vous permettent d'illustrer des concepts assez abstraits. Ça parle sur du design software, ça ouvre plein de choses sur la programmation fonctionnelle et c'est pas spécifique à un langage, même si pendant tout le livre ça parle JavaScript, ça s'applique à n'importe quel langage de programmation. Ça, c'est la partie introduction. On démarre la première partie, action, calcul et données. Donc, action, calcul et données, en fait, lorsqu'on vous arrivez dans du code, vous allez retrouver trois éléments selon la programmation fonctionnelle. Les actions, c'est des choses qui dépendent de quand elles sont appelées ou combien de fois elles sont appelées. Typiquement, là, on a une fonction send email. Ben, forcément, si vous l'appelez plusieurs fois, ça va avoir des différentes conséquences. Ça va envoyer un email à chaque fois. Save user DB, bah, à chaque fois, ça va interagir avec un élément externe à la base de données et ça va sauvegarder cet utilisateur tout simplement. Et get current time, c'est peut-être aussi le plus parlant. Si vous l'appelez plusieurs fois, vous allez avoir des résultats différents. Donc c'est ça qu'il faut retenir des actions, c'est le résultat va dépendre de quand vous l'appelez et combien de fois vous l'appelez. La deuxième partie, c'est les calculs. Les calculs, ce sont, on va dire, des fonctions, entre guillemets. Ça prend en entrée, ça prend une entrée et ça sort une sortie. Ça dépend de rien d'autre. Donc là, on a deux exemples, hein, pour calculer la somme de nombres et calculer la longueur d'une chaîne de caractères. Il n'y a aucun élément extérieur qui intervient dans les différentes opérations. La dernière partie, pardon, ce sont les données. Donc c'est simplement des faits sur des événements. Donc ça peut être un tableau de nombres, ça peut être un, un dictionnaire. C'est des choses, on va dire, statiques. Et, voilà. Et en programmation fonctionnelle, on va évidemment préférer les données. C'est la chose qui va le moins bouger, qui va être le plus facile à tester. Ensuite, les calculs, qui sont un peu plus durs à tester, mais qui sont finalement très simples, il n'y a aucune dépendance. Et on va recourir vraiment au dernier moment, ou en tout cas on va les laisser le plus loin du cœur de notre code, ce sont les actions, puisque ça dépend d'éléments extérieurs. Donc forcément, il va falloir moquer ou trouver des astuces, des stratégies pour pouvoir tester les actions convenablement. Et on va faire en sorte évidemment de séparer les éléments entre eux pour faire en sorte que le code soit plus maintenable et plus testable. Assez rapidement dans le livre, on a des exemples de comment améliorer son code pour justement tendre vers ça, c'est-à-dire tendre vers le minimum d'actions et le maximum de données et de fonctions. Donc là, le premier cas, c'est éliminer les inputs implicites et les outputs implicites. Donc là, à gauche, on a ce qu'on avait avant. Donc on est dans un exemple de site e-commerce et la fonction calc total, on voit qu'elle appelle un shopping cart qui est une variable globale qui est initialisée ailleurs. Donc là, l'idée, c'est de supprimer ça et de le faire passer en argument de cette fonction calque total. Et ainsi, on a transformé à gauche la fonction calque total qui était une action, puisqu'elle dépendait de quelque chose extérieur, shopping cart, en fonction à droite, en calculation, pardon, en calcul à droite, puisque elle prend un argument et elle sort un output et il n'y a aucune dépendance externe. Voilà. Et donc gardez en tête que les fonctions doivent avoir une seule responsabilité, plus facile à réutiliser, à maintenir et à tester. Stratified Design. C'est un autre concept qui est introduit dans le livre. L'idée, c'est d'organiser son code en différentes couches d'abstraction
pour s'y retrouver plus facilement. Et donc chaque couche qu'on va avoir un niveau de détail différent pour que ce soit plus simple. Le premier pattern de ce straightforward implementation, c'est de ce Stratified Design, pardon, c'est le straightforward implementation. L'idée, c'est ce que je viens de dire, hein, c'est d'avoir sur des fonctions métiers assez haut niveau, avoir que des éléments haut niveau et ne pas avoir la technicité du code, on va dire. Là, on a une fonction pour savoir si on a un free tie, ouais, un tie clip gratuit. Et donc, on voit qu'on a à gauche quelque chose d'assez verbeux avec des boucles for, etc. Donc, c'est assez peu lisible, entre guillemets. Et on transforme ça tout simplement, on le refactorise pour que dans la nouvelle fonction à droite, quand on le lit, on puisse le lire plus facilement d'un point de vue métier. Donc il n'y a plus besoin de s'embêter, on va dire, avec la technique du code. La barrière d'abstraction, donc c'est de se dire quand par exemple on travaille avec deux équipes, là c'est l'équipe marketing et l'équipe de dev, se définir une interface, hein, une API, si c'est une barrière, qui va définir les responsabilités. Donc là, on voit que le marketing, ils vont s'occuper de récupérer, de définir le coût de livraison, de les taxes, etc. Alors que les devs, eux, vont mettre en place des fonctions très bas niveau, splice, index of item, reset, etc. Et donc les marketing, eux, ça ne les intéresse pas forcément. Ce qui les intéresse plutôt, ça va être d'utiliser euh, les, euh, les fonctions enfin, de cette barrière, de cette interface mise en place par les devs, donc remove item, calc total, isInCart, etc. Et donc cette barrière mise en place par les devs va permettre au marketing de construire des fonctions de plus haut niveau, sans avoir à se synchroniser avec les devs ou à les déranger, etc. Donc de travailler en autonomie. Une fois qu'on a cette barrière, le but c'est de garder cette barrière la plus petite possible. Pourquoi? Parce que cette barrière, elle nécessite de se coordonner, elle nécessite de se documenter. Et donc là, il y avait dans le livre, il y a un exemple où l'auteur pose une question. On veut développer, je ne sais plus exactement ce qu'est l'exemple. Est-ce qu'on le met au niveau de la barrière ou est-ce qu'on le met au niveau de la couche supérieure? La réponse est au niveau de la couche supérieure, puisque on peut directement, en fait, on a suffisamment dans la barrière les fonctions pour construire notre méta-fonction. Et que si on le met dans la barrière, ça veut dire qu'il va quand même falloir un minimum de synchronisation. Donc, il faut garder la barrière la plus minimale possible. Et le dernier point de ce design, hein, c'est finalement d'appliquer les patterns selon nos besoins, pas forcément s'y conformer à la lettre. Donc voilà, ce sont, on va dire, des lignes directrices, mais après, il faut choisir le design avec lequel l'équipe est le plus à l'aise. Call graph, c'est une notion qui intervient assez tôt dans le livre. L'idée, c'est de visualiser en fait le parcours enfin les dépendances de nos fonctions entre elles. Donc, on va retrouver en haut les fonctions très haut au niveau du métier. Donc, là, c'est les règles métiers au niveau des paniers. Puis ensuite, on va voir les règles métiers en général. Ensuite, on va voir les opérations au niveau du panier, les opérations au niveau des items, etc., jusqu'à arriver aux opérations du très bas niveau du JavaScript. Donc finalement, on retrouve un petit peu la logique, hein, de la barrière tout à l'heure. On peut imaginer que la barrière, elle est peut-être au niveau des opérations basiques du panier et qu'en dessous, c'est géré par les développeurs. Et en fait, le fait de visualiser comme ça, ça a plusieurs avantages. Le premier, ça permet de se dire où est-ce qu'on met notre effort pour mettre des tests. Donc là, les tests, ça va être le fait de les mettre en plus bas niveau. Plus bas niveau parce que c'est les fonctions qui vont être le plus utilisées, qui vont avoir le plus de dépendance, puisque fonction sur la dernière couche, elle va avoir les fonctions de toutes les couches supérieures qui dépendent d'elle. À l'inverse, une fonction qui est tout en haut, elle n'a aucune dépendance, il n'y a aucune fonction qui s'appuie sur elle, puisqu'elle s'appuie sur celle d'en bas. Donc elle a plus de chances de changer fréquemment. Ça, c'est le premier point. Et puis si on reboucle avec l'organisation en différentes couches, le but c'est faire en sorte au maximum qu'une couche communique uniquement avec la couche directement en dessous. Éviter le grand écart de plusieurs couches. Là, on voit que toutes les fonctions de la première couche, la couche la plus haute, elles communiquent soit avec les business rules, soit avec les opérations sur le panier.
Et il y a une exception, c'est que FreeTypeClip communique avec le Basic Item Operation. Mais il faut éviter de faire des dépendances trop larges, puisqu'après on complexifie le code et justement on ne cache pas le niveau de détail comme on l'a vu précédemment. Ça, c'est finalement l'introduction à la première partie du livre. On allait assez vite. Je ne suis pas rentré en détail dans l'immutabilité, qui est une partie que l'auteur détaille très longuement, qui est très intéressante, mais j'ai préféré me concentrer sur d'autres choses. On s'attaque maintenant à la partie numéro 2. La partie numéro 2, c'est comment classer, comment traiter les fonctions en tant qu'objet de première classe. Hop. Le premier exemple très pratique, c'est dès que vous avez une fonction avec le nom d'un attribut dans le nom de la fonction, c'est un cosmel. Donc ça sent le bug. Donc là, typiquement, dans la fonction setPriceByName, et on retrouve price dans les arguments, et on voit qu'il y a un peu de répétition. Et forcément, dans l'exemple, on devait mettre à jour le prix, la quantité, la livraison et la taxe. Et donc, à chaque fois, il faut recréer des fonctions qui sont extrêmement similaires et qui vont juste changer sur peu de choses. L'idée, en refactorisant ça, en appliquant de la programmation fonctionnelle, c'est de faire une fonction, setFieldByName, générique, qui va prendre un argument en plus, donc le nom du field et également la valeur. Avant, ça prenait que la valeur et d'utiliser ça pour les 4 cas qu'on a. Et ainsi, on a une fonction qui est réutilisée et qui est testable. Donc ça, c'est un petit tips très pratique pour améliorer son code. De manière générale, dans le livre, il y a plein d'exemples comme ça qui a introduit légèrement quelques aspects de la programmation fonctionnelle et qui vous donnent des cas très concrets, très pratiques pour améliorer dès le lendemain, entre guillemets, votre base de code. Euh, L'auteur introduit ensuite un concept qui s'appelle les Higher Order Functions, HOF pour les intimes. C'est simplement une fonction qui prend une fonction d'argument ou qui retourne une fonction. Donc ça permet de faire de l'abstraction et c'est un outil qui est extrêmement puissant quand votre code commence à se développer. Et le premier exemple, c'est remplacer le corps de votre fonction par un callback. C'est un refactoring qui va vous être très utile. Et voici un exemple pour que ce soit plus clair. Là, on a un comportement où on veut loguer des erreurs sur deux parties du code. Donc là, forcément, il y a deux parties du code, mais il faut imaginer que ça, c'est à plein d'endroits. Et l'inconvénient, c'est que dès que cette méthode de log va évoluer, il va falloir la faire évoluer à tous les endroits. Donc s'il y a un nouveau paramètre, donc ça peut être assez lourd. Là, l'idée, c'est justement d'extraire le body et le remplacer par un callback. Donc là, on a une nouvelle fonction en bas qui s'appelle withLogging et qui va prendre la fonction. On va l'exécuter dans le try et ensuite on va le catcher. Et après, pour l'appeler, on l'appelle de la manière qui suit ici en bas, tout simplement. Et avec ça, on a quelque chose de très abstrait et de très puissant et de très réutilisable. Le livre se termine par les 3 incontournables de la programmation fonctionnelle. La première, c'est la fonction map. La fonction map, donc c'est quelque chose pardon, je vais recommencer. Les 3 incontournables, c'est les 3 incontournables sur le traitement des tableaux. Vous rencontrez des tableaux à peu près tous les jours. Et là, le but, c'est comment effectuer des opérations très courantes avec 3 fonctions. Je ne suis pas clair du tout, mais je vais continuer. Donc le map, tout simplement, on lui donne un tableau et ça va appliquer la fonction qu'on lui donne en paramètre pour retourner un résultat. Et donc à la fin, on a finalement on a un tableau dont chaque élément est la transformation de l'élément en entrée. C'est pas forcément très clair, enfin mes paroles sont pas claires, mais le schéma l'est beaucoup plus. Le filter. Le filter, c'est pour filtrer les éléments d'un tableau, évidemment. Et en fait, la fonction qui va s'appliquer, c'est une fonction qui va envoyer un booléen, vrai ou faux. Donc vrai, on garde l'élément dans le résultat. Faux, on ne le garde pas. Et là, on a une fonction qui va garder x1, x3 et x6, pardon, et qui va ne pas renvoyer les autres. Donc aussi très pratique quand vous devez filtrer des choses. Dernière fonction incontournable, c'est le fameux reduce. Donc là, l'idée, c'est de parcourir l'ensemble du tableau initial et d'incrémenter, pas forcément d'incrémenter, mais de modifier une valeur fil rouge, on va dire. Donc on part d'une valeur initiale, 0,
Et là, en fait, on va parcourir le tableau et on va ajouter les différents éléments du tableau. Donc 4, 2, 1, 2, 3, 4. Et donc à la fin, on a la somme. Donc c'est très pratique, cette fonction, et c'est entre guillemets très élégant. Et surtout, ça évite plein de choses. Et quand vous l'avez bien compris, quand vous avez compris la philosophie de Redus, mais également des autres, bah, ça vous permet d'être plus clair, je trouve, que faire des boucles for où vous avez toujours un indice qui traîne et qui peut venir complexifier la compréhension. Voilà, on a passé en revue le livre sur qu'est-ce que la programmation fonctionnelle, la différence entre action, calcul et données, et les abstractions pardon, de première classe. Merci à vous. Je suis allé extrêmement vite, hein, c'était le but. Le but, c'est de faire une synthèse, faire un shot, soit si vous avez déjà vu les deux vidéos précédentes pour vous remettre en tête les éléments importants, soit si vous n'avez pas vu les deux vidéos bah, pour comprendre de quoi le livre va parler, et du coup pour basculer ensuite sur les deux vidéos. Je vous invite évidemment bah, à acheter le livre. Le livre est beaucoup plus précis que moi, très clair. Enfin bref, il est vraiment génial, je ne peux que le conseiller. Comme je le disais dans une des vidéos, maintenant c'est un livre que je donne à toutes les personnes dans mes équipes à lire au moins une fois pour, pour démystifier d'une part la programmation fonctionnelle et avoir quelques astuces pour rendre son code beaucoup plus maintenable et entrer dans une philosophie de test assez simplement. Je vous remercie à vous, je vous remercie à vous, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Salut.